Est-ce que vous pourriez expliquer à tout le monde ce que vous avez expliqué hier? Comment vous avez changé votre look? Elle adore cette anecdote. Afin de représenter la population, afin qu'on vous écoute, que les pouvoirs publics vous écoutent, de pouvoir trouver des financements. Vous avez dû changer votre look et changer votre comportement. Vous êtes une vedette maintenant. Vous avez besoin de cela afin de pouvoir initier tous ces projets et les démarrer. Vous étiez obligé de faire ça. Quelle histoire vous vouliez? Ok, d'accord. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors, je faisais mon travail sur le terrain. C'est pas que je me pensais que je devais être d'une certaine façon, mais j'étais mal, j'étais un peu débraillé. Je n'aimais pas m'occuper de ma toilette. Moi, je pouvais porter des sweatshirts tout le temps. Moi, ça me posait aucun problème. Et j'ai eu un prof super qui m'a dit, elle m'a dit, Majora, les pauvres ne veulent pas que leur leader, leur chef, soit mal habillé. Hein. Les gens qui les représentent soient mal habillés. Non, mais il ne faut pas que les gens pensent que je les représente mal. Et l'autre chose qu'elle m'a dit, c'est que comme tu es noire et tu es une femme, lorsque tu cherches à développer des partenariats avec des groupes qui vont soutenir le quartier, que ce soit secteur privé ou secteur public, il ne faut pas qu'ils aient des préjugés à cause de ta façon de t'habiller. Donc, je suis allé dans une boutique et j'ai acheté deux tailleurs pour $30 et je les ai portés. Et bon, je mettais des bijoux et je jouais le rôle de quelqu'un qui était vraiment très engagé, respectait sa communauté et qu'elle allait jouer le bon rôle de bonne ambassadrice. D'abord, merci beaucoup, merci beaucoup. Et au risque de vous surprendre, je voulais vous partager avec vous le fait que ce qui m'a vraiment enthousiasmé dans votre témoignage et votre action, c'est certes le fait que vous illustrez la possibilité de porter des projets selon une logique bottom-up, comme on dit en bon français, mais aussi le fait que vous, en tout cas je l'espère, dissipez le malentendu qu'il peut y avoir autour de la notion de communauté, qu'en français on traduit donc par communauté, avec l'idée qu'une communauté renverrait au communautarisme parce qu'elle se caractériserait, elle se définirait d'abord par des critères ethniques. Vous nous montrez que ce n'est pas le cas. Une communauté, en France, c'est ainsi, oui, effectivement. En France, mais vous nous montrez qu'une communauté peut désigner un projet porté par une population sur un territoire donné, indépendamment de ses caractéristiques ethniques. Et je me demandais d'ailleurs si pour les aménageurs réunis, rassemblés dans cette salle, ce n'était pas au final, mais Jean Badarou nous suggère que oui, et qu'il se l'est approprié en ce sens-là, une catégorie beaucoup plus opératoire que celle de citoyens dont on nous rebat les oreilles, avec le risque de susciter des phénomènes de type NIMBY, comme on dit aussi en bon français, etc. Et donc voilà, merci pour nous aider à dissiper le malentendu autour de cette notion, mais est-ce qu'elle pourrait être opératoire pour les aménageurs français? C'est au fond une question que je leur adresse à eux plus qu'à vous. Est-ce que les aménageurs servent à quelque chose? Oh, one my turn. On peut l'interpréter comme ça. Donc, je suis sûr que c'est qu'on a des tas de choses à apprendre de ces exemples, parce qu'ils nous montrent finalement que des choses sont possibles alors qu'on ne les imagine même pas. C'est quand même ça. Donc, après avoir entendu ça,
On va sans doute tous repartir chez nous en nous disant, et merci d'ailleurs pour ça, en nous disant que finalement peut-être d'autres choses sont possibles que ceux qu'on a l'habitude de faire. Voilà, enfin, c'est la leçon que j'en tire. Hein. Mais alors pour te rassurer quand même, j'ai appris dans la conversation précédant cet entretien avec Majora que ils ont aussi des opposants systématiques, le genre que vous connaissez tous, qu'on a tous dans les associations de quartier qui viennent là uniquement pour s'opposer au projet et pour exister finalement. C'est quand même un problème. On a souvent en face de nous des gens qui sont finalement pas tellement intéressés par le projet, mais par le fait d'être contre le projet. Alors ils ont un nom génial pour ça. Ils appellent ça les cave people. Alors cave people voulant dire les hommes des cavernes, mais voulant dire aussi dans ce cas-là citizens against virtually anything. C'est-à-dire les gens contre à peu près tout. Voilà. Jean-Luc Poitvin de Next City. D'abord, je voulais vous dire bravo pour tout ce que vous faites et l'action. Et moi, ça me rappelle mon métier précédent ou ma fonction précédente quand j'étais sur un territoire en très grande difficulté qui s'appelle le Mantois, Mantes-la-Jolie, avec un quartier qui a fait beaucoup parler de lui en France au début des années 90, qui s'appelait le Val-Fouret. C'est un quartier de 23 000 habitants, avec beaucoup de violence également et toute une économie parallèle. Et la question que je voulais poser, parce que je ne sais pas s'il y a un parallèle justement entre votre expérience et la situation aux États-Unis et celle qui est en France, mais moi quand j'étais en situation dans ces quartiers-là, j'avais une problématique de la durabilité de l'action. C'est-à-dire que j'étais acteur pour essayer de faire en sorte que les habitants puissent agir, mais que les institutions puissent agir. Parce que je m'apercevais que sur un territoire, les institutions qui étaient là, c'était bien sûr le maire, la collectivité, comme vous le citiez, y compris aux États-Unis, mais c'était aussi les services sociaux de différentes institutions, c'était l'école, à travers l'éducation et tout ça. Et moi, la question que je me posais tout le temps, et ce que j'essayais de m'interdire, c'est dans cette action-là, surtout de ne pas me chercher à me substituer à ces institutions, parce que j'avais cette préoccupation de la durabilité. Parce que si on se substitue, la question que je me posais, c'est que le jour où on part, qu'est-ce qui se passe ? Et tout à l'heure, je ne sais pas si c'était une esquisse de réponse, mais vous disiez que vous étiez parti, vous êtes venu, et puis finalement, il y avait des phénomènes qui se passaient. Je voulais savoir si cette question se pose de la même manière dans votre expérience aux États-Unis ou pas du tout, et si oui, quelle réflexion vous avez à ce sujet ? Alors, la question de la pérennisation d'un projet, est-ce que ce projet va continuer après que je sois parti ou que la personne qui l'a initié est partie? Ça, c'est la question primordiale. Parce que vous ne voulez pas développer un projet qui va seulement dépendre d'une personne. C'est évident. C'est pour ça que je parle de fait d'être un stratège, développer un outil. Le projet que j'ai mis sur pied fonctionne toujours. Mais un aspect qui me semble qui était extrêmement important, qui ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un certain nombre de personnes contre qui ne se rendaient pas compte de l'importance de cet aspect qui était la participation des gens du quartier. Non. Effectivement, lorsque vous développez un projet de ce type-là, il faut garder cela à l'esprit. Et c'est pour ça que je pense que nous n'avons pas encore fait suffisamment de progrès avec nos pouvoirs publics. Je pense que très souvent, ils pensent que c'est une approche qui est initiée par les pouvoirs publics ou par l'urbaniste. Mais non, ce que l'on fait, c'est qu'on implique une population qui était avant un poids fiscal pour qu'il devienne justement une source, une partie de l'assiette fiscale. Et je pense que nous avons entamé ce chemin, mais nous n'avons pas encore fait suffisamment de progrès. Lorsque vous formez les gens à faire partie des changements économiques, des mutations économiques, qu'ils ne viennent plus un poids
pour les pouvoirs publics, mais qu'ils participent et contribuent à la richesse de l'économie. Et je pense que c'est là, je pense que nous avons failli. Nous n'avons pas encore développé suffisamment ce concept. Alors je pense que ce genre de modèle est tout à fait pérenne, durable. Le fait de développer des nouvelles stratégies économiques. Et effectivement, parce que l'idée, c'est qu'ils puissent employer les gens qui étaient un poids fiscal et qu'ils puissent contribuer à leur tour. Et alors, au lieu d'avoir une stratégie efficace de ce type-là, nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Pour moi, c'est un problème. Pour nous, c'est effectivement, c'est ça notre objectif. Et je pense que c'est le chemin que nous devons encore faire. D'autres questions? Oui, je suis très impressionné par Paul Paul Lecroire, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Et je suis vraiment très impressionné par le travail qui a été fait en général dans le Bronx. Mais je voudrais quand même insister sur la différence des modèles, parce que aux États-Unis et en général dans le monde anglo-saxon, on a un système où si tu ne te bouges pas, il ne se passe rien. Donc on n'est pas pris en charge comme on peut l'être ici avec des institutions publiques. On est dans un système où les élus sont des médiateurs entre différents intérêts privés, et finalement, il y a des groupes, il y a des lobbies, et c'est le plus fort qui gagne d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est que Majora a essayé d'être la plus forte sur un certain nombre de projets. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mais je voudrais parler aussi de ce qui se passe ici en Île-de-France, et je crois qu'on a énormément aussi d'initiatives citoyennes. On a aussi un mot pour empowerment en français, c'est capacitation citoyenne. Et il y a beaucoup de travaux et d'appui à des collectivités, à des associations qui ont été faits. Je pense par exemple au Haut-de-Montreuil en ce moment. On a aussi des associations qui ont transformé totalement leur manière d'agir, comme par exemple l'association Espace dans le Val-de-Seine, et qui aujourd'hui crée de l'emploi et crée des usages sur les bords de Seine et dans d'autres espaces naturels. Donc on a quand même des choses qui sont intéressantes ici. Et je voudrais juste finir et poser une question à Majora sur un projet que j'étudie en ce moment, qui est la transformation de l'autoroute Sheridan dans le South Bronx, et la manière dont les habitants, les riverains, se sont coalisés pour faire face à des projets de l'État de New York qui n'allaient pas dans le sens qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire la réduction du trafic de camions sur les voiries locales. Et là, il y a un processus extrêmement intéressant en ce moment qui est en train d'être mis en place avec la ville de New York, et qui change totalement, je crois, la manière dont aujourd'hui on peut imaginer de traiter les autoroutes urbaines. J'aimerais bien que Majora fasse un petit commentaire sur ce projet de Sheridan. Sure. Oui, tout à fait. Internationalement, il y a toute une histoire, que ce soit à Séoul ou en Corée du Sud, ou que ce soit à Milwaukee dans Wisconsin, comment les pouvoirs publics ou ne se rendent pas compte de l'utilité de certaines infrastructures. Et parfois, ils démantèlent ces infrastructures. Et une des parties du système autoroutier de Sheridan Expressway, qui n'a jamais été terminé, cela fait seulement environ 2 kilomètres de long. Ça ne sert à rien, mais créer une barrière, cela coupe mon quartier en deux, et cela sépare une grande partie des habitants des rives du fleuve. Alors, lorsque l'on a décidé quoi faire cela a fait depuis Jimmy Carter,
ont réfléchi à cette question. Nous avons urbaniste, spécialiste des transports, qui est un type formidable, qui est venu nous dire est-ce que ça vous intéresserait d'être partie prenante dans... Ah, vous allez démolir cette autoroute? Ah bon, c'est intéressant. Et donc, ils ont commencé à travailler ensemble, savoir comment utiliser ou réaménager ce site. Alors, il y a plusieurs propositions. Beaucoup de travail a été fait. Nous allons voir... pas toute la route va être démolie, mais une grande partie sera démolie. Et cela va permettre un meilleur accès entre les différentes parties du quartier. Et cela représente un changement énorme, parce qu'il y a 15 ans, on se posait la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'on doit dépenser des milliards pour réparer ce tout petit tronçon de route qui est ridicule? Et c'est pour ça que nous avons pu obtenir gain de cause pour un certain nombre de projets dans le quartier. Je vais peut-être poser la dernière question. Plan YC, le plan YC, NYC, c'est quelque chose de très intéressant, un projet pour New York en ce qui concerne la population de 8 millions de personnes. Et vous avez participé dans le plan NYC. Et j'aimerais savoir comment vous avez participé dans ce plan d'urbanisation pour la ville de New York. C'est intéressant de savoir qu'une personne comme vous soit impliquée dans un projet d'urbanisme très vaste pour les 20 ans à venir. Ben, techniquement, en réalité, je n'ai pas été invité comme participante. Qui est ce projet de développement durable de la ville de New York. Mais je dois reconnaître que la ville, pendant longtemps, était en train de parler d'autres projets dans le monde et nous disait comment on pourrait avoir un développement durable. Alors, il y avait des exemples de projets à Bogota, en Colombie, à Copenhague et dans l'Oregon, et ils mettaient ces différents exemples et disaient, voilà ce qui se fait ailleurs, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Et là, comme on a pu participer autant que possible en faisant des commentaires. Alors, on ne nous a pas invités au départ. Hein. Non, ça c'est une autre histoire. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons réussi à être présents et nous avons pu parler d'un certain nombre de projets qui ne pouvaient pas être ignorés et qui posaient problème. Et nous avons identifié des problèmes. Et nous avons créé, par exemple, tout seul, une équipe de plus de 50 de différents groupes qui étudient les problèmes d'évacuation des eaux de pluie et qui ont fait des études parce que dans la ville de New York, on gère les eaux de pluie, de ruissellement, de la même manière qu'on gère les eaux usées. Et donc, on a travaillé avec des équipes pour présenter un projet afin de pouvoir avoir toute une approche différente de la gestion des eaux de pluie. Et nous avons travaillé et nous avons fait pression pour que les réglementations changent dans le domaine. Donc, ce qui est important, c'est l'impact de notre travail afin d'avoir une influence sur tout ce processus d'urbanisation.
Je voulais remercier très très vivement Majora et son mari, James Chase, qui sont venus nous faire part de leur expérience. Je pense que c'est une expérience précieuse pour la France qu'on va essayer d'exploiter, poursuivre les échanges, la réinviter et voir comment on peut progresser ensemble pour une ville meilleure. Je voulais remercier aussi Alain pour ses réactions et pour le soutien du Club Ville Aménagement au 5 à 7. Je vous annonce que le prochain 5 à 7 aura lieu le 20 novembre sur un sujet extrêmement différent, qui est la manière dont l'intervention sur la lumière dans les villes peut modifier à la fois la perception, l'organisation de la ville. Donc c'est avec Roger Narboni. J'espère aussi que certains d'entre vous viendront à Lisbonne pour l'atelier Projet en main qui aura lieu les 27 et 28 juin. D'autant que ça touche de très très près à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est-à-dire la ville inclusive, la ville moins chère, la ville qui intègre les communautés, qui donne la parole et qui laisse les communautés créer des choses, à la fois des choses en dur mais aussi du culturel. Donc j'espère que vous serez avec nous. Et je vous remercie beaucoup d'être venus et à très bientôt. Thank you again, Majora. Excusez-moi, j'ai oublié de remercier le traducteur qui était tout seul à traduire pendant 2 heures. Un très très grand merci à vous.